exposition, donc, qui s'intitule « Après Babel, traduire », qui va se dérouler au MUSEM en 2016, décembre 2016, mars 2017, et qui a vocation à se décliner de manière différentielle dans d'autres lieux. Si je partais d'une phrase, ça serait celle d'Umberto Eco, « La langue de l'Europe, c'est la traduction ». Mais je pense qu'il faudrait l'élargir à la langue du monde, c'est la traduction. Pourquoi traduire, Madame Delmas-Marty en a déjà parlé, pourquoi est-ce si important? Bien parce que c'est d'abord un processus constitutif de civilisation, de notre civilisation, si je peux mettre des guillemets à notre, en Méditerranée, avec le grec, le latin, l'arabe, bon, et le passage de la translation des savoirs, et puis au-delà, c'est donc un processus constitutif de la culture, une invention continue justement, et puis c'est aussi, et c'est en même temps, un savoir-faire avec les différences, et quelque chose donc d'éminemment politique, toujours. Et si on cherche un apprentissage de la citoyenneté, après tout, c'est peut-être là qu'on peut essayer de le trouver, une citoyenneté élargie, non nationaliste. C'est au fond ce qui, pour le résumer d'un mot, renvoie au « entre ». Et c'est très beau en français. « Entre », c'est à la fois « entrer » et « entre », au sens de « between », entre deux. Et c'est le même mot, en effet, « inter » et « intra » en latin. Donc, voilà « entre ». Trois moments dans cette exposition. Un premier moment qui correspond plutôt à s'émerveiller. On va montrer beaucoup d'objets et beaucoup de beaux objets dans cette manière de poser la question, Babel, est-ce une malédiction ou une chance? Premier objet que nous allons montrer, voilà la position du problème. Babel, heureuse ou malheureuse, avec une ombre noire, ou bien au contraire, avec un ciel clair? La réponse, c'est Babel est une chance. La pluralité des langues, la diversité des langues, c'est une chance à condition de pouvoir traduire, de pouvoir passer de l'une à l'autre. Et nous allons, dans la première partie de l'exposition, montrer ce qu'il advient de Babel dans les mythes suivants. Par exemple, vous voyez la tour de Tatlin, vous voyez aussi une Babel chinoise, celle de Yang Yongliang, qui cumule les horreurs possibles. Qu'est-ce qui se passe quand on promeut une langue unique? Et puis, la deuxième partie va travailler sur les routes de la traduction, les flux et les hommes qui la font. Et c'est là où nous allons, plutôt que nous émerveiller, apprendre. Je passe justement à la Bible. C'est-à-dire que je passe à cette question qui concerne les flux et les hommes. Peut-on traduire la parole de Dieu? Est-ce qu'on la traduit de la même manière quand il s'agit de la Torah, quand il s'agit de la Bible, quand il s'agit du Coran, par exemple? Et est-ce que ça a le même, est-ce que ces livres sacrés ont le même rapport à la langue de révélation? C'est ça que nous allons essayer de montrer différentiellement, en montrant également comment les langues vernaculaires, et ici vous avez le Luther de Cranach, Luther qui a fabriqué l'allemand, on peut dire, avec la traduction de la Bible. Donc comment les langues vernaculaires se sont inventées à l'occasion de la traduction de la Bible. Et traduction, ça ne va pas de soi, jamais. C'est-à-dire que nous allons montrer également comment, eh bien, Moïse était Karan. Moïse était-il cornu ou était-il rayonnant? Et vous voyez, toutes les ambiguïtés des traductions commencent évidemment avec les interprétations et les, disons, traductions diverses proposées des livres sacrés. Ce musée national se vit en troisième lieu comme un musée
comme son nom l'indique, faisant une sorte de trait d'union entre l'Europe et la Méditerranée. On a pu évoquer ce matin un de nos grands projets récents, celui des lieux saints partagés, l'exposition qu'on a pu évoquer ce matin et qui sera dans quelques mois présentée au musée du Bardo. Donc après Babel traduire arrive pour nous dans cette continuité, c'est-à-dire l'idée de donner à voir et de donner à comprendre une pluralité de points de vue, une diversité culturelle tout autour de la Méditerranée en la reliant à des grandes questions qui sont des questions comme Barbara a pu vous l'expliquer, qui dépassent singulièrement le cadre de la Méditerranée, mais qui d'une certaine manière y reviennent toujours, puisque la Méditerranée est un des résumés de toutes ces contradictions. Et l'actualité récente qu'on a pu évoquer ce matin ne démentira pas l'importance de réfléchir une fois de plus à la Méditerranée sous cet angle d'attaque, qui est un angle d'attaque que nous espérons original. Et voilà, vous êtes invité en décembre 2016.